Bonsoir à tous. L'invité du journal, c'est le ministre des Affaires étrangères burundais, M. Nyamitwe Alain Aimé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de la situation politique au Burundi ainsi que tout ce qu'il y a eu comme crise juste après. Alors, la première question, quelle est la situation actuelle dans votre pays, le Burundi? Bon, la situation politique au Burundi est stable avec la mise en place des institutions prévues par la Constitution. Comme vous savez, le 29 juin 2015, les Burundais se sont présentés aux urnes pour élire leurs députés. Le 21 juillet de cette année, les mêmes Burundais se sont présentés aux urnes pour élire le chef de l'État. Et le 24 juillet, ils ont élu les sénateurs. Après, nous avons bien entendu eu des élections le 24 août, ce qu'on appelle les élections collinaires, des chefs locaux au niveau de la division la plus proche de la population possible, ici les collines. Aujourd'hui, donc, les institutions prévues par la Constitution sont là, le Parlement a son bureau, il siège normalement, le Sénat, l'Assemblée nationale, tout ça, et le gouvernement a été formé le 24 août et a prêté serment seulement le 25, donc avant-hier, 25 août 2015. La quiétude est revenue dans votre pays? Je dois dire qu'il a toujours été là. Il y a eu quelques pans de la société qui ont fait comprendre, ont fait croire qu'il n'y avait pas de paix ni de stabilité au pays, mais en réalité, nous continuons de dire que tant que plus de 99% du territoire national et de la population vivaient dans la paix, il n'y avait pas vraiment de raison de croire qu'il y avait une certaine instabilité ou qu'il y avait des raisons de ne pas espérer dans le Burundi. Il y a eu, comme vous l'avez suivi, des manifestations violentes dans certains quartiers de la capitale Bujumbura, mais comme vous l'avez suivi, le Burundi, dans sa plus grande majorité, les Burundais dans leur écrasante majorité, ont continué leur vie dans la paix, dans la quiétude. Oui, bon, il faut dire qu'après la réélection du président Pierre Nkurunziza, il y a eu une série d'assassinats dans le pays, particulièrement dans la capitale. Ce n'est pas là une preuve de l'instabilité dans Bujumbura, la capitale? Non, je ne pourrais pas appeler ça instabilité. Vous savez, il y a même des crimes, les crimes de ce genre peuvent se commettre partout sans que nécessairement il puisse y avoir une situation électorale ou post-électorale, ni même préélectorale. Même du côté de proches du chef de l'État? Bon, ce sont des êtres humains qui peuvent être victimes de crimes. Nous prions qu'il n'y en ait pas d'autres, mais la réalité c'est là. Nous considérons cela comme étant un crime crapuleux, comme des crimes crapuleux qui ont été commis à l'endroit, bien entendu, du général Adolphe Shimirimana, mais comme aussi à l'endroit de l'ancien colonel de l'armée burundaise, chef d'état-major de l'armée burundaise Bikomagu, comme d'autres personnes. Mais ça reste cela reste dans l'ordre de ce qu'on pourrait mettre dans la catégorie des crimes, pas dans une catégorie disons de lutte politique. Ça n'a pas de sens de s'en prendre à un citoyen pensionnaire du simple fait qu'il est d'une opinion politique différente. Ça n'a pas de sens de s'en prendre à un général de l'armée un dimanche matin au moment où les gens se préparent à aller à l'église. Ça n'a pas de sens tout ça. Donc nous continuons de croire que ces faits-là, ces crimes-là ne peuvent pas être seuls ou suffisants pour qualifier la situation burundaise d'instable. Monsieur le ministre, pouvons-nous considérer à ce stade que la crise politique en RDC, et plutôt au Burundi, allais-je dire, est passée? En ce qui nous concerne, oui, parce que ce que visaient les manifestations violentes, c'était qu'il n'y ait pas d'élection. Or, Dieu merci, il y a eu des élections. Ce que les manifestations violentes voulaient aussi, c'est que le pays plonge dans une situation de violence généralisée. Dieu merci, il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas eu. Il n'y en aura pas. Donc nous continuons de croire qu'en réalité, ce que certains ont annoncé comme étant une nécessité a finalement été un accident de parcours, un accident de l'histoire. Et quelle réponse réservez-vous à ceux qui réclament à corps et à cri la convocation d'un dialogue politique au Burundi? Je voudrais simplement dire à nos téléspectateurs que le dialogue politique au Burundi est une réalité depuis plusieurs années. Depuis 2006 déjà, il y a un forum national de dialogue qui réunit les partis politiques et même la société civile
pour discuter des questions d'intérêt national. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce forum que le code électoral actuel a été accepté par consensus il y a de cela 2 ans. C'est dans le cadre de ce forum que la séquence des élections avait aussi été approuvée et même le calendrier électoral avait été admis. Par conséquent, dialogue politique d'accord, pour autant que ce soit un dialogue qui devient un objet d'appropriation nationale. Ce que nous refusons, ce que nous dénonçons, c'est qu'on veuille nous donner l'impression qu'il ne peut y avoir de dialogue que si il est parrainé par des étrangers. Ce n'est pas tout à fait correct, puisque les problèmes sont burundais, ils sont vécus par des Burundais, ils trouveront des solutions entre les Burundais. Rassurez-vous, avant le 17 ou le 18 juillet, avant la présidentielle si vous voulez, l'opposant Agathon Rwasa était le plus grand opposant du Burundi. Il était opposé aux élections, il était opposé même au chef de l'État, il était opposé au résultat des élections législatives. Aujourd'hui, il siège à l'Assemblée nationale comme premier vice-président de l'Assemblée. Cela n'est pas le fruit d'un hasard. Il a été approché par le parti au pouvoir. Ils ont dû discuter ou négocier les termes d'une vie commune dans les institutions. Nous ne considérons pas conséquent qu'un travail a été fait et qu'il faut plutôt le saluer et aller de l'avant pour que tous les autres Burundais, ceux qui doutent encore, puissent se joindre aux autres dans le train de la construction et d'édification nationale. Mais que reprochez-vous à une médiation extérieure? Ça pourra peut-être rassurer les uns et les autres de prendre part à ces assises. Nous n'avons pas de problème par rapport à une médiation étrangère. Nous refusons qu'on préjuge des résultats d'un dialogue qui n'a même pas commencé. Quand on s'engage dans un exercice de négociation ou de dialogue, on y va sans a priori. Or, ici, malheureusement, certains ont des a priori. Et nous ne voudrions pas du tout que ceux qui ont des a priori nous imposent une manière de faire ou de voir les choses. Parce que justement, ce sont ces a priori qui risquent de tuer le dialogue qu'on voudrait plutôt avoir. Est-ce que c'est le même message que vous pouvez porter si je vous demandais de faire un commentaire sur les mots ou les discours du président Obama, le président américain, lors de sa dernière visite en Afrique? Il souhaitait qu'il y ait des institutions fortes et non des hommes forts. Il s'adressait particulièrement également au Burundi. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Vous savez, nous sommes tout à fait d'accord qu'il y ait des institutions fortes et qu'il n'y ait pas des hommes forts. En réalité, s'il y a des hommes forts, ce n'est pas un crime, soyons sérieux. Hein. Ce n'est pas un crime qu'il y ait des hommes forts. Lui aussi, c'est un homme fort. Donc, on ne peut pas refuser ou rejeter carrément le concept d'homme fort. Ceci dit, nous sommes tout à fait sûrs que le message qu'il voulait passer, c'était que ces institutions soient le reflet du choix populaire, des choix populaires. Or, ce que le Burundi a vécu, c'est exactement ça. C'est que le peuple lui-même s'est choisi ses dirigeants. C'est que les institutions qu'on a aujourd'hui sont des institutions qui émanent des choix populaires. Qu'il y ait des gens qui soient dans l'opposition, qui ne voudraient même pas qu'il y ait des élections, c'est tout à fait normal, vous l'avez au Burundi, vous l'avez partout. Vous savez, en Europe, il y a ceux qu'on appelle des anarchistes. On les accepte. Ils ne vont pas aux élections, ils ne sont pas d'accord avec les processus électoraux, mais quand même la société continue. Est-ce que la marche électorale s'arrête parce qu'il y a des gens qui sont contre les élections? Non. Non. Quand la majorité de la population veut s'exprimer sur un sujet d'intérêt national, eh ben, ils le font. Alors, ils ont élu leurs dirigeants, que leurs dirigeants plaisent à l'opposition, que leurs dirigeants plaisent à ceux qui ne voulaient même pas d'élection. Ça, c'est un autre problème. Ce qui est important, c'est que les gens se sont présentés aux urnes et ont voté pour leurs dirigeants. Ce que nous souhaitons, c'est que les résultats de ces élections soient, bien entendu, respectés par tout le monde, y compris par ceux qui ont décidé de ne pas observer nos élections. Et de ce point de vue, nous disons que théoriquement, en tout cas, qu'on ne peut pas avoir l'autorité morale de critiquer un processus électoral qu'on n'a pas eu le courage d'observer. Il faut le laisser à ceux qui l'ont organisé, à ceux qui l'ont fait, à ceux qui y ont participé, de faire ce travail. L'actualité, c'est aussi la prestation de serment du président Pierre Nkurunziza. Et nous avons constaté que de nombreux chefs d'État étaient absents, des chefs d'État de la région, ses pairs. Ça ne vous a pas mis très mal à l'aise de voir cette absence
des chefs d'État de la région? Ça aurait été un grand problème. Ça aurait été un grand problème si, à tout hasard, les autorités qui étaient supposées recevoir le serment du chef de l'État n'étaient pas là. Or, il se fait que toutes les autorités qui devaient recevoir le serment étaient présentes. Il se fait que le peuple burundais, pour lequel il a été élu, le peuple burundais qu'il a élu à la magistrature suprême, avait suivi dans les détails le serment de son essence au chef de l'État. Donc nous considérons qu'avoir des invités étrangers, avoir des chefs d'État, c'est beau, mais ce n'est pas l'essentiel. Alors n'allons pas faire la confusion entre le nécessaire et l'accessoire. Il manque une certaine légitimité sur le plan continental. Ah non, la légitimité, vous savez, vous l'avez de la part du peuple qui vous élit. Vous n'avez pas de la part d'un chef d'État ou de chef d'État. C'est beau et c'est bon, bien entendu, que des gens reconnaissent, n'est-ce pas, le pas franchi au niveau électoral dans votre pays, mais il est important qu'on n'oublie jamais que c'est le peuple qui accorde la crédibilité et la légitimité électorale. Vous les avez parce que votre population vous a élu à la magistrature suprême. Dans le cas d'espèce, c'est le Burundi qui a organisé les élections, ce sont les Burundais qui sont se présentés aux urnes. Ils ont élu, non pas pour un autre pays, mais pour eux-mêmes, pour le Burundi. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que ces élections, ces résultats, soient le tremplin pour plus de développement, pour plus de stabilité, pour plus de cohésion nationale. Et c'est cela le plus important. C'est la tâche de l'actuel gouvernement. Vous êtes ministre des Affaires étrangères burundais, vous êtes en visite en République démocratique du Congo. Quel est l'objet de cette visite en RDC? Nous sommes venus ici en mission officielle en tant qu'envoyé spécial pour voir son excellence chef de l'État, le président Joseph Kabila, et lui transmettre un message de fraternité et de coopération que son frère, le président burundais, lui a remis, lui a transmis. Nous sommes également venus ici pour réaffirmer, n'est-ce pas, la disponibilité de notre pays à demeurer aux côtés de la RDC pour régler les questions d'intérêt commun, mais aussi pour s'assurer que le développement tant voulu par nos peuples soit une réalité de part et d'autre. De toute manière, je puis vous rassurer que le Burundi, de par son histoire commune avec la RDC, de par sa frontière commune, à la fois maritime et terrestre, et restera toujours aux côtés de la population du peuple de la RDC, tout comme nous sommes très heureux de voir que le peuple de la RDC est aux côtés du peuple burundais, que ce soit durant la période d'avant les élections ou pendant les élections, même après. C'est ça qui fait la teneur, je dirais, du message que j'ai eu l'honneur de remettre ce matin à son excellence le chef de l'État de la RDC. Avez-vous évoqué la question des réfugiés burundais qui sont à Kinshasa et plutôt en RDC depuis la crise politique, qui sont des milliers à Lubumbashi particulièrement? Avez-vous parlé de leur situation? Ils sont dans une situation très difficile. Absolument, nous avons évoqué, nous ne pouvons pas ne pas l'évoquer. Et nous remercions bien entendu la RDC d'avoir offert son hospitalité à nos frères et sœurs burundais. Et nous nous réjouissons d'ailleurs que depuis les élections, une vague de ces réfugiés se dirige plutôt dans le sens contraire vers le Burundi, où il n'y a plus, n'est-ce pas, ces rumeurs qui avaient été diffusées par certains médias mal intentionnés, comme quoi il y aurait une guerre pendant les élections. On n'a pas eu de guerre, vous êtes témoin, il n'y a pas eu de guerre au Burundi, il y a eu quelques soubresauts, mais bon, cela arrive dans l'histoire des nations. Nous n'avons pas eu de guerre et donc les réfugiés sont invités à rentrer au pays. Ce qui est certain, c'est que le chef de l'État, même dans son message d'acceptation, n'est-ce pas, lors de la prestation de serment, a indiqué, a rappelé à la population ce qu'il a toujours dit, que les biens, les terres, les biens matériels et autres qui appartiennent aux personnes qui ont quitté le pays par peur ou suite aux rumeurs,
que ces biens doivent être maintenus dans leur intégrité pour que quand ils reviennent, ils le trouvent intact. Et ceux qui ont pu rentrer, ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'aller les interviewer, peuvent témoigner aujourd'hui que quand ils sont rentrés, leurs biens étaient restés intacts. Et ils ont été même surpris de voir qu'après 2 ou 3 mois d'absence, les cadenas sur leurs portes sont restés intacts. Ils sont entrés dans leur maison sans aucun problème. En tout cas, jusqu'ici, l'administration n'a pas rapporté de cas de pillage, ni de destruction, ni de vandalisme des biens des uns et des autres. Monsieur le ministre, toute dernière question et très brièvement, si vous pouvez nous répondre, comment entrevoyez-vous l'avenir de la sous-région du Grand Lac? 2 choses. La première chose, c'est que le sort des pays des Grands Lacs dépendra des choix faits par les peuples eux-mêmes de ces pays-là. Et que pour y parvenir, il faudrait que tous ceux qui regardent les Grands Lacs de l'extérieur puissent donner une chance justement à ces peuples de s'exprimer librement. On n'impose pas de dirigeants, on n'impose pas de vision à un peuple ou à un gouvernement, enfin à un peuple ou à un pays. On n'impose rien de l'extérieur qui puisse faire marcher. Là où on l'a fait, ça n'a pas marché. Dans le cas du Burundi, comme dans le cas d'autres pays de la région des Grands Lacs, ce dont nous avons besoin, c'est plus de stabilité, c'est qu'il n'y ait plus de guerre, c'est qu'il y ait plus de compréhension des uns et des autres, que même d'une frontière à une autre, d'un pays à un autre à travers une frontière, que ces rapports entre les peuples qui ont toujours vécu ensemble depuis des centaines et des centaines d'années, n'eût été bien sûr la colonisation qui a découpé les frontières de manière que vous connaissez et qui a séparé des peuples qui vivaient ensemble depuis plusieurs années, que ces liens historiques soient renforcés pour que justement nous puissions aller tous vers ce rendez-vous que nous attendons tous, le rendez-vous du développement et de la concorde nationale et internationale. Nyami Tué Alain Aimé, ministre des Affaires étrangères burundais, vous êtes l'invité de la rédaction. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal.